Et donc ils sont venus avec leur prototype que j'ai testé. Et ça a été incroyable. Enfin, je me suis dit, waouh, franchement, les sensations que ça dégage, enfin, moi j'ai plein de pavés en bas de chez moi, donc ça me permettait déjà de les franchir hyper facilement. Et en plus de ça, ces sensations de vitesse, de vent dans les cheveux, et puis aussi d'utiliser une trottinette comme tout le monde. Et on en revient à la petite fille que j'étais, qui était hyper frustrée de pas pouvoir faire du vélo, du skate, de la trottinette quand j'étais petite. Et là, de se dire, bah en fait, là, je fais de la trottinette comme tout le monde, quoi. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Alors mon métier de rêve quand j'étais petite, c'était d'être pédiatre. Je voulais absolument être pédiatre. Je pense que ça a un lien avec le fait que petite, j'ai eu pas mal de pédiatres qui se sont occupés de moi et je me suis dit moi aussi j'ai envie de sauver la vie de plein d'enfants. Et du coup je voulais être pédiatre et ça, il y avait pas d'autres options possibles. Et donc j'ai fait un bac S et ensuite j'ai été en fac de médecine. Et là, par contre, je me suis aperçue de la réalité de la vie, de ce que c'était que la fac de médecine, le concours de médecine, où t'arrives en amphi, où t'as tous les redoublants qui font un maximum de bruit dans l'amphi pour que les nouveaux arrivants n'aient pas accès au cours pour avoir un avantage sur eux au moment du concours, où il n'y a pas du tout d'entraide, où c'est chacun pour soi, où à la différence du lycée où t'avais des devoirs, t'étais pas mal suivi, là la fac tu te débrouilles et particulièrement en médecine où il y a cette compétition et un état d'esprit qui me correspondait pas du tout, les matières m'intéressaient pas non plus parce que le concours c'est le premier semestre c'est de la physique, de la chimie, des stats, des maths, que des trucs qui m'intéressaient absolument pas. Moi j'étais beaucoup plus axée sur biologie, anatomie, sciences humaines, enfin. Et ça y était pas et j'ai pas réussi ça m'a pas plu. Je me suis dit ok, c'est pas fait pour moi. À côté de ça, il y avait des moments des soucis perso un peu durs à gérer en parallèle. Du coup, je me suis dit ok, on repart de zéro, on se pose la question de qu'est-ce que finalement on veut faire de sa vie. Donc j'ai profité de cette année parce que j'avais 18 ans pour passer le permis, avoir accès à l'autonomie parce que ça a vraiment tout changé dans ma vie, j'avais plus besoin de dépendre des parents, je pouvais aller où je veux, quand je veux, et donc à 18 ans, j'ai passé le permis et j'avais la voiture à 18 ans. Et je me suis un peu renseignée quels étaient les autres métiers possibles que pédiatre, parce que pour moi, je m'étais pas posé la question. Et donc j'ai été à des forums d'étudiants, je me suis renseignée auprès de mes amis en fonction de ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que l'école de commerce, ça ouvrait pas mal de choses, je me suis dit... ça te forme à plein de métiers de l'entreprise et surtout ça te repousse un peu le moment de la prise de décision de qu'est-ce que je veux vraiment faire comme métier et juste là je m'ouvre un peu à tous les métiers de l'entreprise. Donc voilà, je me suis orientée en école de commerce et ça a été en fait super bonne surprise. Ça m'a hyper plu d'être en école, de découvrir plein de choses. J'ai eu la chance de faire plein de stages et notamment justement ensuite de choisir ma spécialité parce que on démarre en fait avec un tronc commun pendant les 3 premières années en médecine, ce lapsus. On a un tronc commun donc pendant les 3 premières années en école de commerce et ensuite on doit choisir sa spécialité si c'est finance, marketing ou RH. Finance, je savais que c'était pas fait pour moi et donc j'hésitais. Marketing, ça me plaisait bien. Ressources humaines, j'avais aucune idée de ce que c'était. Je me suis dit ok, je vais profiter de cette première année pour faire un stage en RH et ça va me permettre de voir un peu qu'est-ce que c'est. Et donc là j'ai découvert ce que c'était que le recrutement, la gestion de carrière, la formation et je me suis dit mais c'est vachement bien en fait, on aide les gens en entreprise à se développer, ça m'intéresse. Toujours cet aspect je pense humain qui me plaît. Et donc pareil, deuxième année j'en ai profité pour faire un autre job d'été en RH pour découvrir d'autres aspects et je me suis dit non mais c'est vraiment ça qui me plaît. Et donc je suis partie en 3e année en Erasmus à Madrid avec pas mal de copines et on a bien profité de Madrid sous toutes ses formes et c'était hyper cool d'avoir même la possibilité de faire un Erasmus comme tout le monde.
Et donc j'ai continué à faire en rentrant un stage en ressources humaines et en 4e et 5e année aussi. Et poursuivre du coup ensuite dans une filiale de l'aéronautique pour mon premier job où je suis restée pendant 4 ans au service formation. Ok, tu as été diplômée quelle année? J'ai été diplômée en 2015. On voit avec tout ce que tu fais, enfin tout ce que tu as fait, le permis, les études, l'Erasmus, que pour toi il n'y avait aucune barrière. Tu te mettais aucune barrière mentale et j'ai l'impression qu'on te mettait un bémol à te dire j'ai envie de passer mon permis, je vais le faire en fait. C'est vrai que j'avais envie de me dire que rien n'est impossible, et c'est ce que ma famille aussi me répète. Et j'essayais aussi de compenser pour que le handicap ne soit pas un problème pour les personnes qui sont autour de moi. Donc l'Erasmus, j'ai emmené ma propre voiture pour que sur place on puisse se déplacer facilement et pour tout faire en fait, rejoindre les copains en soirée, tout ça, je payais mon Uber ou alors j'y allais en voiture, mais en tout cas je faisais en tout cas en sorte de ne pas être un poids ou le moins possible pour avoir une vie normale et que les gens ne ressentent pas le handicap, ouais. On a l'impression que c'est toi qui t'adaptais aux autres plutôt que les autres. Ouais, complètement. En fauteuil, il faut toujours s'adapter, trouver les systèmes D et envie d'être le moins possible un poids pour les autres. Donc je m'adapte aux autres. Après, eux aussi se sont beaucoup adaptés aussi, je pense. On fait des concessions, se débrouiller pour trouver des lieux accessibles. C'est un travail d'équipe, quoi. Tu disais tout à l'heure qu'en école de commerce, ils ne sont pas réellement adaptés. Parce que je pense que, comme la médecine, c'est un milieu qui peut parfois être difficile, cruel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu voulais dire par là? Que tes camarades ne se sont pas totalement adaptés à toi? Ouais, c'est vrai que quand on arrive en école de commerce, qu'on est la seule de la promo qui est en fauteuil, ça intrigue. On se demande mais qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'elle est normale? Et puis c'est un peu stigmatisant parce que dans l'amphi, soit t'es tout en bas, soit tout en haut. Donc c'est un peu, est-ce que tu veux être la première de classe ou est-ce que tu vas être le cancre? J'étais tout en haut, mais j'étais quand même pas le cancre. Mais juste, j'avais pas envie d'être la première de classe et de me faire encore plus remarquer. Même si j'ai eu toujours de très bonnes notes. Et en fait, je pense que ce soit dans les études ou même après dans le boulot, j'avais aussi envie de montrer que le handicap pose pas de problème en termes de compétences et que j'avais envie de tout déchirer, de montrer que peut-être d'en faire plus. Et je pense que je me mettais peut-être même plus de pression. Je sais pas si c'est lié au fait de compenser le handicap ou si juste je suis comme ça et c'est tout. Mais c'est vrai que les gens étaient pas forcément, encore une fois, sensibilisés au handicap et ne savaient pas comment forcément gérer le fauteuil. Et puis très rapidement, on se fait rapidement des copains et puis on voit que en fait ça pose aucun problème et qu'on passe au-dessus, quoi. Comment s'est passé le début de ta vie professionnelle? Est-ce que ça a été compliqué? Donc je suis arrivée dans une grosse boîte de l'aéronautique au sein d'un service formation où il y avait déjà plein de choses qui étaient mises en place et tout. C'était pas forcément évident de trouver sa place. À l'époque, en fait, il y avait pas mal de problèmes dans le service. Et moi, j'étais la petite nouvelle, donc pas facile de s'intégrer. Et donc, je pense pas du tout que c'était lié au handicap, mais juste, il y avait une mauvaise ambiance dans l'équipe, donc compliqué de s'intégrer là-dedans. Et bref, il y a une réorganisation, ça a changé et les relations se sont améliorées et du coup, ça s'est bien passé. Mais malgré tout, après un peu plus largement, j'avais l'impression que avec mes collègues RH un peu plus largement, on se posait quand même des questions sur le handicap. Ça intrigue toujours, se dire mais en fauteuil, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je pense que c'est vraiment la question que tout le monde a en tête et est-ce que malgré tout elle est capable de bosser comme n'importe qui et donc de toute manière en arrivant en entreprise, il faut faire ses preuves comme n'importe qui. Et ouais, je pense que personnellement, je me suis mise là encore plus de pression que ce qu'on me mettait. Mais parce que envie de montrer que je suis capable, que je peux faire les choses, que faire des déplacements c'est possible et même auprès des autres managers aussi. Déjà je suis jeune, je suis une femme, je suis en fauteuil. Du coup tu sais pas trop si le cumul de tout ça fait qu'il faut encore plus
montrer qu'il y a aucun problème et faire ses preuves. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de souci, quoi. Est-ce que c'était pour toi le fait de redoubler d'efforts une manière de répondre à la question qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle s'est retrouvée en fauteuil roulant? Je sais pas trop pourquoi je redoublais d'efforts, pour quelles raisons je le faisais. Je pense que c'est aussi parce que je prends les choses très à cœur et j'ai envie de bien faire les choses. Et donc aussi à titre perso, j'avais envie de montrer que j'étais capable d'eux. Et ouais, je sais pas du tout si c'est lié au handicap ou pas en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer les tâches, ton rôle en fait, ce que tu faisais plus précisément? Du coup, dans cette boîte, j'étais chef de projet formation. Donc mon rôle en fait, c'était d'accompagner certaines directions dans la mise en place de formation. Donc développer des parcours de formation, développer des formations, faire des appels d'offres, créer des programmes avec des organismes de formation. C'était aussi gérer l'outil de gestion de formation qui est une sacrée usine à gaz dans des groupes aussi importants. Gérer aussi tout l'aspect sous-traitance et enfin voilà, j'avais pas mal de choses à faire. Gérer le budget aussi puisque je suis montée en compétences sur les 4 ans. J'ai pas mal changé de poste où du coup ouais, j'avais notamment à gérer aussi le budget de la formation. Enfin non, en vrai, je m'épanouissais vachement dans ce job et ça me plaisait énormément et mes collègues étaient super et donc ouais non, je me plaisais bien dans ce que je faisais. Bon, c'était ma prochaine question, donc c'est parfait. Tu t'épanouissais, mais aujourd'hui tu exerces un autre métier, tu es entrepreneuse. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce projet? Et du coup, j'étais hyper bien dans cette boîte, sur ce poste, mais j'ai fait la rencontre il y a 4 ans de 4 garçons, comme ça que je les appelle, qui faisaient en fait une formation d'innovation centrée utilisateur où l'idée c'est de se mettre à la place de l'utilisateur pour développer des solutions. Donc ils sont tous les 4 ingénieurs et ils avaient fait le choix en fait après leurs années d'études, leur diplôme d'ingénieur, de faire une formation spécifique là-dessus. Et donc ils avaient 1 an pour appliquer cette méthode d'innovation centrée utilisateur à un cas pratique et leur sujet, c'était comment est-ce que vous pouvez améliorer la mobilité d'une personne en fauteuil avec un système physique. Et donc voilà, vous avez 1 an pour plancher là-dessus. Et donc eux-mêmes, n'y connaissant rien au handicap parce que leurs proches n'étaient pas du tout touchés par un handicap, ils ont d'abord fait une immersion parce que c'est vraiment la première étape de cette méthode d'innovation, c'est de se mettre à la place d'eux, donc de se mettre en fauteuil, comprendre quelles sont les difficultés. Donc ok, se déplacer c'est pas évident, ça fait mal au bras, il y a des obstacles de partout, les trajets prennent 2 fois plus de temps. Mais il y a aussi, ils ont remarqué ce changement d'interaction avec les gens, où les gens leur parlaient différemment s'ils étaient en fauteuil ou debout. Et donc c'était intéressant d'avoir ces retours-là. Ils se sont accrochés les pieds au fauteuil et ils n'ont pas décollé du fauteuil pendant 2 semaines. Donc même quand ils allaient en soirée, si les toilettes n'étaient pas accessibles, on les portait pour aller aux toilettes. Ils ont pris l'avion, le train, enfin ils ont vraiment testé l'expérience d'une vie en fauteuil pendant 2 semaines. Donc cette immersion, elle est vachement bien, mais elle suffit pas parce qu'il faut aussi aller voir des personnes qui sont au quotidien en fauteuil et les questionner leurs proches, questionner aussi tout le rayon, l'environnement médical. Et donc c'est comme ça que je les ai rencontrés parce que donc ils avaient interviewé mon ancienne kiné qui leur avait donné mon contact. Et donc ils se sont dit vous allez rencontrer Charlotte, elle va vous raconter ce qu'elle fait, elle arrête pas de voyager, elle a sa voiture, elle fait plein de trucs, elle va avoir des choses à vous raconter sur la mobilité. Et en fait ouais, ça a été un coup de cœur parce que quand je les ai rencontrés, j'ai été hyper impressionnée par leur implication parce que n'y connaissant rien au handicap, j'étais mais les gars, pourquoi vous passez autant de temps sur votre projet alors que ça vous concerne pas vraiment. Et ça m'a vraiment touchée de voir leur investissement. Et je me suis dit, ok, votre projet étudiant, j'ai envie d'y participer et de vous aider comme je le peux. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait des personnes qui soient pas touchées par le handicap et qui s'y intéressent et qui veuillent faire des choses. Donc j'ai envie de vous aider. Et donc on a commencé à bosser ensemble. Donc ils venaient me voir en fait après le boulot, ils me faire tester des choses.
Et notamment cette idée de faire de la trottinette électrique en fauteuil qui me paraissait complètement farfelue. J'étais là, mais comment est-ce que tu veux faire tenir un fauteuil roulant sur une trottinette? Tu veux la mettre en équilibre dessus? Enfin, comment ça se passe? Ça m'intriguait vachement. Donc ils sont arrivés, ils avaient fait un petit prototype qui ressemblait à rien en bois et en métal. Et c'est vraiment l'idée de cette méthode aussi, de se dire on prototype, on fait du quick and dirty. Donc c'est des trucs faits très vite, qui ressemblent à rien, mais pour tester l'expérience et itérer très rapidement. Et donc ils sont venus avec leur prototype que j'ai testé. Et ça a été incroyable. Enfin, je me suis dit, waouh, franchement, les sensations que ça dégage, moi j'ai plein de pavés en bas de chez moi, donc ça me permettait déjà de les franchir hyper facilement. Et en plus de ça, ces sensations de vitesse, de vent dans les cheveux, et puis aussi d'utiliser une trottinette comme tout le monde. Et on en revient à la petite fille que j'étais, qui était hyper frustrée de pas pouvoir faire du vélo, du skate, de la trottinette quand j'étais petite. Et là de se dire, en fait, là je fais de la trottinette comme tout le monde, quoi. Et donc beaucoup d'émotions. Je me suis dit non mais franchement même eux se sont dit ok, il se dégage un truc, c'est ça, il faut qu'on continue de prototyper là-dessus. Donc en fait je leur faisais mes retours et chaque semaine ils revenaient avec un nouveau prototype à tester en ayant pris en compte mes retours et en ayant itéré dessus. Et on l'a fait tester aussi à d'autres utilisateurs qui ont eu les mêmes retours que moi. On s'est dit ok, on tient quelque chose. Et donc on a fait la présentation de fin d'études de leur projet ensemble. Et donc j'avais compris que à la suite de cette année de formation, ça pouvait aboutir à la création d'une entreprise et que ça les intéressait peut-être. Et donc je leur en ai parlé, je leur ai fait ce projet franchement il est vraiment cool. De ce que je comprends, vous avez envie que ça se développe et que du coup il y a un maximum de personnes qui puissent en bénéficier. J'ai envie de participer au projet, j'ai envie de le lancer avec vous. Donc ils étaient c'est trop bien que ça vienne de toi parce que justement on attendait que tu nous le demandes pour que ça se fasse parce que nous on serait trop contents que tu le fasses avec nous. Et donc on a lancé Omni comme ça il y a 4 ans. Comment on passe de je teste des produits à j'ai vraiment envie de participer, de créer une entreprise avec eux? À quel moment ça a émergé? Est-ce que c'était pendant que tu testais ou c'était à la fin du projet où tu t'es dit là oui il y a quelque chose à tenir s'ils arrivent à créer leur entreprise? Il y a vraiment eu le fait de les accompagner au fur et à mesure, ça m'a vraiment donné envie de participer à ce projet, de m'investir plus. Et quand on est arrivé à l'aboutissement en tout cas du projet étudiant, on dit mais ça peut pas s'arrêter comme ça en fait. Ça a vraiment un trop gros impact. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui puissent en bénéficier. Et donc on va continuer le projet. Je savais pas trop si c'était sous la forme d'une entreprise, mais en tout cas j'avais envie de continuer à participer au projet. Moi, j'étais déjà en poste, du coup, c'était compliqué d'avoir plus de temps, mais du coup, je me suis mis en temps partiel, en fait, pour pouvoir me dire, comme ça me permet de faire les deux en parallèle. Très rapidement, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué de faire les deux en même temps. Et pour moi, ça a été un choix un peu difficile de me dire, ok, est-ce que je lâche mon boulot confortable, qui paye bien et dans lequel je m'épanouis et où j'ai une stabilité de l'emploi, ou est-ce que je me lance dans cette aventure un peu folle de l'entrepreneuriat où on sait pas ce que ça va donner. Pour le moment on en est au tout début mais on sent qu'il y a du potentiel et j'en parle normalement, enfin c'est évident, j'en parle avec mes parents pour les questionner, avoir leur avis. Et eux, ils étaient intermittents du spectacle, donc depuis que j'étais petite, ils étaient là, Charlotte, la sécurité d'emploi, c'est le plus important. Et en même temps, quand ils ont vu le projet sur lequel on était avec les garçons, ils étaient là, mais ça c'est le projet d'une vie et tu t'épanouis dedans. Enfin, en vrai, t'es jeune, t'as pas de comment on dit, de charge. Enfin, en vrai, lance-toi dedans, c'est maintenant qu'il faut le faire et puis on verra bien où ça te mène, mais n'aie pas peur et vas-y. Et donc j'ai écouté mes parents. Je me suis dit ok, je lâche mon boulot et je me consacre à fond à Omni. Et donc ça fait maintenant 3 ans que je suis à temps complet sur Omni. Parce que c'est un sacré boulot de monter sa boîte et on se rend pas compte, mais même si la solution est très chouette, malgré tout il y a quand même beaucoup de choses à faire pour faire en sorte que ce soit rentable, que ça se développe et faire en sorte que y a un maximum de personnes qui puissent en bénéficier.
Ça s'est fait assez progressivement, du coup, mon départ de la boîte dans laquelle je travaillais, parce que d'abord, j'ai été à mi-temps. Et en fait, mon projet, j'en parlais tout le temps à mes collègues. Enfin, forcément, ça fait partie de ma vie et ça leur parlait. Ils étaient tous d'un énorme soutien. Et effectivement, quand j'ai décidé de partir, ça paraissait un peu évident. Tout le monde s'en doutait parce que c'était un projet qui a du sens et eux-mêmes m'ont soutenu dans ce départ, m'ont accompagné et non, j'ai été vraiment hyper bien entourée aussi pour cette transition et je les remercie vraiment. C'est important pour toi aujourd'hui qu'il y ait du sens dans ta vie, que ce que tu fais ait un impact sur les autres? Ouais, c'est vraiment la raison pour laquelle je me lève le matin. Enfin, aujourd'hui, je sais pourquoi je me lève le matin, ça donne du sens à ce que je fais. Et j'y crois à fond, et quand je vois aussi, et surtout c'est ça qui me motive le plus, c'est le retour des utilisateurs, quand je vois l'impact que ça a dans leur vie. Enfin, bon, déjà j'étais convaincue avec l'impact dans ma propre vie, mais quand je vois qu'aujourd'hui on a 800 personnes qui l'utilisent et que toutes elles nous remercient, elles l'utilisent au quotidien, que ça change vraiment leur vie, que ça leur permet de sortir de chez elles, d'avoir des interactions qui sont complètement décomplexées sur les pistes cyclables, de pouvoir, pour certains, reprendre goût à la vie. Et ouais, l'impact, il est fort et ouais, ça motive à continuer et à faire encore plus. Avant de te jeter à corps perdu dans l'entrepreneuriat, quelle vision t'avais de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu as toujours été de ceux qui ont besoin d'une sécurité de l'emploi, comme tes parents te le rappelaient souvent? Pour moi, l'entrepreneuriat, avant ça, c'était inenvisageable. Enfin, pour moi, c'était beaucoup trop stressant, beaucoup trop risqué. Et d'ailleurs, au tout début, les garçons, c'est vrai que quand ils m'avaient dit qu'ils allaient se lancer là-dedans et juste, du coup, gagner le RSA pendant plusieurs mois, j'étais là, les gars, mais vous sortez de grandes écoles et vous voulez vraiment faire ce choix-là, enfin, de risquer tout comme ça pour un projet, on sait pas ce que ça donne et finalement, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps que j'ai passé avec eux et je me suis dit non mais en vrai ils ont raison et il faut prendre ce risque et c'est vraiment l'équipe et le projet qui m'ont motivée à le faire, mais sinon je l'aurais jamais fait. C'est quoi la différence fondamentale, on va rester sur l'entrepreneuriat, entre ton job d'avant et maintenant au sein d'une entreprise en tant qu'entrepreneuse? Aujourd'hui, maintenant que je suis entrepreneuse, la différence avec ce que je faisais avant, c'est que là tu touches à tout. T'es sur tous les fronts. Tu fais à la fois des trucs hyper stimulants comme de la stratégie, de la com, du market, des ventes, mais aussi parfois on met les mains dans le cambouis, on s'occupe du produit. Et on fait plein de trucs absurdes, de devoir faire un aller-retour pour dépanner un utilisateur, d'aller à la poste, régler des trucs absurdes, faire des trucs logistiques qui prennent du temps. Enfin, on touche vraiment à tout. C'est beaucoup de stress parce que c'est notre petit bébé. Il y a une charge mentale constante, on y pense même le week-end, parce qu'on a envie que ça fonctionne et qu'il y a toujours plein de pépins dans tous les sens à régler et du coup c'est stressant, mais en même temps on voit que les choses elles avancent et qu'il y a de plus en plus de choses qui se font. Donc bon, il faut prendre le temps de se poser et de se dire ok, regardons un peu tout ce qui s'est passé jusque-là, soyons déjà contents du chemin parcouru. Et puis on verra jusqu'où ça va, mais on va faire en sorte que ça aille le plus loin possible. Et quoi qu'il arrive, c'est une belle aventure et il faut que ça le reste et qu'on soit heureux de faire ce qu'on fait, quoi. Si j'ai bien compris, c'est une entreprise qui allie mobilité et handicap. Est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir et comment est-ce que tu aimerais évidemment faire évoluer cette entreprise? Donc aujourd'hui, Mini, l'objectif c'est vraiment d'améliorer la mobilité des personnes à mobilité réduite et plus particulièrement en fauteuil roulant. Et donc on a lancé justement ce premier projet qui était de permettre de faire de la trottinette électrique en fauteuil roulant grâce à un système de fixation qu'on a développé qui est unique au monde, sur lequel on a posé plusieurs brevets et qui permet vraiment de se déplacer hyper facilement au quotidien. Donc ça a été ce premier projet et on en a
encore d'autres évidemment sous le tapis pour continuer à améliorer la mobilité, qu'on est aussi en train de développer donc en parallèle de ce premier projet, qu'on est aussi en train de développer à l'international. Donc voilà, il y a ces deux gros chantiers sur lesquels on est en train d'avancer. Et au-delà d'Omni et de la mobilité, des produits qu'on peut proposer, on essaye aussi d'avoir un vrai impact aussi sur la scène du handicap, en tout cas d'essayer de faire changer le regard sur le handicap de manière un peu plus large. Et donc on a aussi beaucoup axé notre communication au-delà du produit sur des sujets du handicap pour militer, mais de manière en dédramatisant, avec beaucoup d'humour. Enfin, vous pouvez regarder, que ce soit sur mes réseaux à moi ou ceux d'Omni, on parle du handicap avec beaucoup d'humour pour justement malgré tout se rendre compte des sujets, des choses absurdes qu'il peut y avoir dans notre manière de faire, et en même temps rigoler, quoi. Comment tu perçois toi ton handicap aujourd'hui, et au vu de tout ce qu'il t'a apporté, si tu avais la possibilité de tout recommencer, de l'enlever, est-ce que tu l'aurais fait? Alors c'est une question difficile de se dire est-ce que je changerais les choses aujourd'hui. Je pense que effectivement, si j'avais la possibilité de ne pas être en fauteuil, je prendrais l'option de ne pas être en fauteuil, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Mais malgré tout, je sais que si j'avais pas eu le fauteuil, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, l'aventure de fou que je vis aujourd'hui avec Omni, et même, c'est vrai que les proches que j'ai aujourd'hui, l'environnement que je me suis créé, je pense que malgré tout, c'est aussi lié à ça. Et donc je sais pas comment ce serait si j'étais pas en fauteuil. Qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce qui serait moins bien. Je pense que c'est compliqué de savoir. C'est compliqué de répondre à cette question, mais comment tu le perçois aujourd'hui? Est-ce qu'il il a été parfois un frein, on l'a vu, avec de la frustration? Est-ce qu'il est une force aujourd'hui? Parfois je me dis ce serait quand même tellement plus simple de pas avoir le fauteuil pour faire ci et ça ça enlève quand même ça enlèverait pas mal de frustration. Mais malgré tout, ce fauteuil, ça me donne aujourd'hui, j'ai l'impression, une force malgré tout que j'aurais pas eu sans. Et une vision de la vie aussi qui est vraiment différente et qui est importante pour moi, et un mindset aussi complètement différent. Donc avec des si et des si, on sait pas de quoi la vie serait faite, mais je suis contente de la vie que j'ai aujourd'hui. Je me dis que si j'avais pas été en fauteuil, j'aurais mal tourné. Non, mais je sais pas comment ça se serait passé, mais je pense que j'aurais pas eu cette ouverture d'esprit, et les choses auraient été beaucoup plus faciles, et je pense que le fait d'avoir connu ces galères, de s'être battue pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Ça oblige à avoir les choses différemment, et on a un autre angle de vue, ça c'est sûr, et beaucoup de résilience, quoi. Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.